Mais place tout de suite à Monsieur Anthony Mazur, professeur et responsable de la recherche à la Aide Genève, pour les propos introductifs. À toi, cher Anthony. Oui, merci Vincent pour l'organisation. On sait que c'est un travail important. Voilà, merci également à Noël pour sa confiance et d'avoir permis ce cycle. Alors, j'étais intervenu dans la première saison, c'est la deuxième actuellement, sur l'intelligence artificielle, sur un format un petit peu plus long. Aujourd'hui, il va aussi en être question, mais avec un zoom sur un projet un peu spécifique qui s'appelle Fucking Tech et qui va traiter des mutations dans les relations humaines en lien avec l'IA. Avant cela, quelques définitions, quelques repères généraux en lien avec la thématique de cette séquence. Donc, c'est la session numérique, data et IA. Donc voilà, en tant que pédagogue, je vais prendre ces termes un par un pour les définir avec vous. Tout d'abord, le numérique désigne ce qui peut être représenté par des nombres et par extension, c'est un terme qui a pris une signification beaucoup plus large, ça en est venu à renvoyer à un ensemble de techniques, d'équipements, de logiciels, de ressources, mais aussi des usages, des pratiques, des comportements et des valeurs. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Autrement dit, c'est une culture globale qui affecte le monde entier, évidemment, à différentes natures, voilà, qui s'est développée, pour le dire très rapidement, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est déjà ancien. Je veux juste une image pour vous montrer comment ça se passe, l'encodage par des nombres. Ici, voilà, on voit que par exemple, la lettre A peut s'écrire en code binaire UTF-8, je ne vais pas rentrer dans ces détails, avec une série de 0 et de 1. Et donc, on peut faire la même chose avec des sons, de l'image, de la vidéo, du jeu vidéo, etc. Les data, ensuite, data en français, données, sont des informations qui peuvent servir de matière première à des ordinateurs ou autres dispositifs de calcul. C'est des fichiers, ça peut être votre géolocalisation, ça peut être une photographie dans votre téléphone, ça peut être un document texte, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses qui après peuvent servir de calcul à des machines qui vont elles-mêmes les calculer. Et dernier terme de cette session, l'intelligence artificielle, ou IA en abréviation, qui, de façon très générale, renvoie à un ensemble de techniques ayant comme objectif de simuler le fonctionnement du cerveau humain grâce à des programmes numériques, grâce à des ordinateurs, si on simplifie. C'est quelque chose qui est déjà ancien, qui date de l'après-guerre. C'était l'objet de ma conférence l'année dernière. Et peut-être vous avez entendu sans doute parler il y a quelques années, même forcément, je pense, avec notamment l'apparition de ChatGPT en fin 2022. Mais c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 50 ans. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est dans la fin de cette tendance et peut-être dans le début d'une nouvelle tendance, mais c'est quelque chose qui est déjà ancien et j'y reviendrai par la suite. Alors maintenant qu'on a vu ces définitions de base, l'objectif de ma conférence va être se situer en 3 points. Ça va être d'une part de voir comment les technologies numériques sont imprégnées de normes sociales, elles ne sont pas déconnectées, loin s'en faut, du monde social. On va également situer l'importance des données sources dans un processus de création. Est-ce qu'on peut utiliser ses propres données pour créer des choses? Et puis, question un peu plus abstraite, mais j'espère plus concrète pour vous à la fin de mon intervention, on va se demander qu'est-ce que peut faire le design, la création, dans des tensions entre déterminisme technique, on a des logiciels de plus en plus puissants qui orientent notre création, et économique. On voit par exemple ChatGPT, c'est une entreprise qui est valorisée à beaucoup, beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette grosse machinerie en termes de création? Parce que c'est un peu les 3 objectifs que je vais essayer de relever dans cette vingtaine de minutes. Alors, pour ça, je vais passer par un projet spécifique dont je me suis occupé, qui s'appelle Fucking Tech, et qui contient, même si évidemment j'ai censuré et adapté les contenus à l'audience, mais bon, il sera quand même question de corps nus, d'images explicites, de pornographie, etc., et de références à des situations sexuelles non consenties, même si j'ai évidemment adapté le contenu à notre public. Alors, rentrons maintenant dans qu'est-ce que c'est que ce projet Fucking Tech, d'où ça vient, à quoi ça sert. C'est un projet de recherche-création en design qui étudie les enjeux de 2 catégories d'objets qui, à vrai dire, se recoupent en bonne partie. D'une part, les sexbots, donc c'est des robots tangibles, souvent anthropomorphes, qui sont destinés à des activités sexuelles, et les AI girlfriends, qui sont un peu leur version de poche,
ce sont des applications de rencontres virtuelles, donc un peu comme Tinder ou Bumble, mais où vous avez affaire non pas à des êtres humains, mais à des entités artificielles. Et donc de là, ce projet propose de concevoir quelque chose d'alternatif, qui est un chatbot Storytellurix qui propose des fictions plus ou moins érotiques pour imaginer des relations alternatives entre humains et machines. Ça, c'est le projet global et on va le parcourir ensemble et ça nous permettra, à partir de ce cas d'étude, de mieux comprendre donc, ces trois mots numérique, data et IA. Alors, c'est un projet de recherche sur 3 ans qui est financé par le Centre Chalumeau en sciences des sexualités à Genève et par la HESSO qui est mon rectorat. Et c'est un projet que je mène pas tout seul, avec notamment Saul Pandelakis, qui est voilà, co-requérant du projet, qui est enseignant à Toulouse Jean Jaurès, et une équipe voilà, assez diversifiée, mais je ne vais pas rentrer dans tous les noms, faute de temps. Alors, on part de ça. À la base, c'est un projet qui s'appuie sur des recherches antérieures, de 2016 notamment, où à l'époque, avec, pourquoi ça a sauté ma projection, je vais la remettre, voilà, j'espère que vous la voyez toujours. Avec mon collègue Saul Pandelakis, on s'est intéressé aux imaginaires des films de science-fiction et plus précisément de ces corps artificiels, robotiques, souvent anthropomorphes, qui figurent, on va dire, des femmes plutôt, voilà, en tout cas dans les normes, dans les canons de beauté actuels. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, cet imaginaire? 2 exemples que sans doute vous connaissez dans la science-fiction grand public, Interstellar à gauche, avec un robot non pas à but sexuel, mais disons qui ressemble à voilà, une grosse boîte, une boîte à chaussures en quelque sorte. Et à droite, Ex Machina. Donc là, on est vraiment dans l'imitation du corps humain avec cette femme robot à gauche. Et donc, voilà, c'était nos premières recherches d'étudier qu'est-ce que ça propose comme type de représentation, ces films de science-fiction, avec quand même une forte domination du volet à droite des robots anthropomorphes qui, du coup, vont renforcer les normes de beauté déjà présentes dans la société. Du coup, c'est le point de départ du projet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire entre le grille-pain et entre le mannequin, pour le dire de façon plus explicite. Depuis 2016, beaucoup de choses se sont passées avec une offre commerciale. Donc, on n'est plus dans les films de science-fiction. On a une offre commerciale qui s'est développée en 2 volets. C'est ce qu'on étudie dans le projet. À gauche, donc, des applications de rencontres virtuelles. Donc, ces photos de personnes n'en sont pas. Ce sont bien des images de synthèse qui peuvent aussi être des vidéos. Voilà, un exemple d'application, il y en a bien d'autres, hein. Blush AI qui date de 2023. Donc, elles sont apparues dans la foulée de ChatGPT. Donc, on peut discuter, échanger des images, des vidéos avec ces entités artificielles. Ce n'est pas du tout anecdotique. Aujourd'hui, ça représente une audience de plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde. On y reviendra. Donc, voilà, ça commence notamment sur un public jeune à modifier les relations humaines. Et à droite, alors c'est une offre encore balbutiante, mais qui se développe, celle des sex dolls qui virent à des robots avec des capacités de discussion, encore une fois, mais c'est un champ qui est encore aujourd'hui plutôt de l'ordre du fantasme que de la réalité, qui est un peu plus embryonnaire, disons, pour montrer qu'il y a un continuum entre ces 2 entités. Voilà, je vous montre ici un exemple de ce robot. On voit qu'on est sur des choses qui imitent l'apparence du corps humain, mais voilà, quand on recouvre la peau, on voit la structure sous-jacente. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans ces objets avec mon collègue Saul? C'est de repenser la tech et de reconcevoir ce genre d'objet. Donc, on interroge les imaginaires de race, de classe, de genre et de validité. Vous pouvez pressentir qu'on n'est pas dans une grande diversité d'apparence dans ce type de proposition commerciale. Essayez de penser d'autres paradigmes que le corps augmenté. Je n'ai déjà parlé d'investir les interstices de la représentation. Donc, qu'est-ce qui serait ni humain ni grille-pain? Bien d'autres choses sont à concevoir. Et le principe d'agentivité, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ce type d'objet technique? Comment on s'y prend en termes de méthode? Alors, on s'implique nous-mêmes dans la méthode, on teste ce genre d'objet. C'est ce qu'on appelle une approche située. On fait également des essais visuels, donc on analyse visuellement ces interfaces, d'où ça vient, d'où elles proviennent, quels sont les codes qui les régissent. On travaille en archives, donc on étudie l'histoire du cybersexe depuis les années 1990 environ. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le passé d'intéressant? Et puis, on conçoit également des prototypes. Et voilà, donc là, vous avez la timeline de la première année. Le projet a commencé il y a 1 an. Et donc, ce que je vous montre aujourd'hui, ce sont les premiers résultats de cette année. Le projet dure encore 2 ans.
L'ensemble de ces résultats sont regroupés sur ce site web, fuckingtech.ch, qui a été mis en ligne juste avant l'été, pour en savoir plus. Alors, on va rentrer encore un petit peu plus dans les méthodes. On a travaillé sous forme de workshop, donc de temps fort, d'une semaine chacun, avec des collaborateurs, collaboratrices du projet. Le premier workshop donc s'appelait How Deep is Your Love. Alors, il n'impliquait pas d'étudiants, d'étudiantes. Vous pouvez douter que c'est des sujets sensibles. Ce serait possible en théorie, mais en tout cas, c'était des workshops fermés entre collègues chercheurs pour ces deux phases. Donc, ça a duré 7 jours, durant lesquels on a étudié les applications et testé une série d'applications de dating virtuel. Alors, il y a plein de services qui existent. Donc, on les a listés dans un tableau. Et pardon, je précise, voilà, cette slide est utile. Si on prend ChatGPT, qui n'est pas dédié à ce type d'usage, en tout cas, c'est intéressant de voir que l'usage thérapeutique, on va dire, de compagnons virtuels est passé premier en 2024. Donc, le premier usage de ChatGPT est passé de la génération d'idées en 2024 à un thérapeute ou compagnon virtuel en 2025. Donc, ça, c'est vraiment un signal considérable qui montre que même dans l'application la plus généraliste possible qu'est ChatGPT, cet usage est aujourd'hui majoritaire. Même si ChatGPT censure des contenus trop explicites, on voit qu'on a quand même un recoupement à cet endroit-là. Voilà, également beaucoup d'articles dans la presse grand public de personnes qui se sont soi-disant mariées avec des chatbots. Donc, on étudie aussi cette revue de presse, souvent racoleuse. Donc, on a dressé un inventaire de ces services, quel type de fonctions ils proposent, d'où ils proviennent, quelles interfaces ils ont, quel prix. Ce n'est pas gratuit. C'est des abonnements qui vont de 5 € à environ 30 ou 50 € par mois. Donc, vous imaginez, multiplié par des dizaines de millions de personnes, ça peut représenter un business assez rentable. Voilà, ce type de service. Et surtout, on a étudié, on a conversé avec des entités pour voir ce que ça donnait en termes de diversité, d'échanges ou de type de relations. Voilà, entre notamment la notion de consentement, de diversité, etc. On a étudié tout ça. Et ce qu'il en ressort, c'est un ensemble de limites. Malgré des très nombreux services, ça propose souvent la même chose. C'est assez pauvre en termes d'interaction et de diversité. Et on s'est basé sur ces enseignements pour nous-mêmes pouvoir proposer autre chose. Donc, notamment, ce qu'on a mis en évidence dans cette étude qui paraîtra en fin d'année, on a un papier de recherche à paraître. La question de la temporalité est problématique, c'est-à-dire que ce sont des entités virtuelles qui vous répondent tout de suite, tout le temps, même la nuit. Or, aucun être humain ne dort pas. Et vous le savez très bien, quand vous envoyez un message à quelqu'un, la personne, des fois, même ne vous répond pas. Ces IA vous répondent tout le temps. Donc, la promesse de réalisme, elle est brisée d'entrée de jeu. Vous pouvez tout personnaliser, n'importe quelle partie du corps, mais aussi de la personnalité. Évidemment, vous ne pouvez pas changer la personnalité de votre entourage comme vous le désirez. Ça n'est pas possible. Et que donc, l'imitation de l'humain implique des limites qui, elles-mêmes, ne sont pas respectées dans ces propositions. Et le paradigme du service, d'avoir des gens toujours à votre service, qui sont sans frustration, finalement, rend l'expérience assez vite ennuyeuse. Le deuxième workshop, AI Porn Roulette, s'est déroulé en février sur une semaine également. Cette fois, on a étudié de la génération d'images. Donc voilà, j'ai des pastilles jaunes et marron dans mes slides pour cacher les parties les plus sensibles, vous vous en doutez. Mais l'idée, c'était de regarder en termes de génération d'images, qu'est-ce que ça propose en termes de diversité ou de manque de diversité. Donc, on a créé un générateur de prompts explicite et on a soumis ces entrées à des générateurs d'images. Alors, il y en a assez peu qui permettent ça, sans doute pas Midjourney, pour voir ce que ça proposait en termes de diversité avec à peu près les mêmes conclusions que précédemment sur le texte. Et donc, on a interrogé la relation qu'on entretient avec ces images, les stéréotypes évidemment, qu'est-ce qui marchait en termes de mots, qu'est-ce qui ne marchait pas du tout. Il y a des mots qui ne sont pas du tout reconnus sur des pratiques, on va dire, minoritaires, en tout cas moins mainstream. La relation entre les images qui sont actuellement parmi nous dans des films ou dans des photographies et celles qui sont générées. Et notre question principale, c'est est-ce qu'on peut déconstruire les normes sociales avec de l'IA? Est-ce qu'on peut, au lieu de les reproduire et de les amplifier, proposer autre chose, qui donc est une problématique qui est évidemment plus vaste que le champ que nous, on étudie sur l'intimité et la sexualité. De là, on s'en est servi de base de ces deux études pour construire un prototype, Storytellurix, qui du coup prend le contre-pied de la petite amie virtuelle toujours disponible. Pour ça, on a demandé à des autrices de science-fiction
de concevoir des univers narratifs beaucoup plus ouverts. Donc Katie Stewart et Elise Bonnard, qui nous ont conçu donc à la fois un univers global interactif et 7 entités avec lesquelles échanger. Je dis entités parce que ce n'est pas tout à fait des personnages, ça peut être des sortes d'objets ou même des environnements, on va dire, spatiaux dans lesquels interagir. On a scripté des interactions et on a cherché des modes d'interface qui dépassent le chatbot. Dans l'IA, ce qui est assez paradoxal, c'est que ça promet de tout faire, mais les interfaces sont toujours les mêmes. C'est toujours des chatbots qui ressemblent à WhatsApp, pour dire rapidement. Et donc, on est dans une phase du design qui est assez problématique, où on n'a jamais eu autant d'homogénéité dans les interfaces qui nous entourent. Tout ressemble à des chatbots, et on s'est dit, OK, nous-mêmes, on va concevoir un chatbot, mais on ne voudrait pas qu'il ressemble aux chatbots qui existent. On a testé des modèles de données, ce qu'on appelle des LLM en termes techniques. Donc, évidemment, ce n'est pas ChatGPT, ça ne permet pas ce genre d'usage. Donc, on a dû faire un état de l'art assez conséquent. C'était compliqué. On s'est appuyé sur une développeuse, Tamara Leitus, qui nous a aidé à faire ça. On a testé à la fois des modèles, on va dire, propriétaires commerciaux et des modèles libres de droit. Finalement, on s'est arrêté sur 2 modèles, un propriétaire, un libre, qui sont dans notre proposition. On a documenté tous les tests qui feront l'objet d'un article de recherche à paraître. Et donc, ça donne un prototype qu'on a sorti juste avant l'été, Storytellurix, que vous pouvez tester à l'adresse qui s'affiche, qui propose, alors ça va s'améliorer, hein, là c'est la toute première version dans l'avenir, mais qui propose du coup une interface web, un choix de modèle d'IA, 7 entités au choix et des fins scriptées. Donc, c'est conçu pour durer à peu près 20 minutes. Et après, donc, la fiction se clôt. Donc, c'est une exploration narrative. Et on voit sur la capture d'écran, tout en bas, il y a des petites cases. Et donc, ça propose des réponses au choix, mais on peut aussi, en dessous, taper la réponse de notre choix. Voilà, c'est un petit changement d'interface par rapport à ce qui est proposé. Et l'interface de chat graphique change. Il y a des petites déclinaisons graphiques en fonction de l'entité avec lesquelles on interagit. Donc, ce n'est pas toujours le même écran en fonction de la personne. Il y a une jauge de consentement. On a également accès aux paramètres de calcul de l'IA. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Mais voilà, c'est un travail en cours qui cherche à dépasser le formatage des interfaces existantes et de respecter aussi les pronoms de la personne qui interagit. Voilà, plein de choses qui, cumulées, changent de ce qu'on voit d'habitude. Alors, j'arrive tranquillement à la fin de l'intervention pour respecter le temps. Quelle suite à ce projet? Donc, on a étudié des programmes de chat. On voudrait étudier également des robots ou les dolls. Donc, ça, c'est un travail en cours, plutôt de la part de mon collègue Saul pour l'instant. Est-ce que ces robots existent ou pas? On ira le vérifier en Chine en avril 26. On va aller sur place. Idéalement, visiter des usines et un salon spécialisé pour voir si ces produits existent ou peut-être pas. Peut-être qu'on se rendra compte que tout est fake. Donc, rendez-vous dans 1 an pour savoir ce qu'il en est. Et qu'est-ce qu'on en tire de ce projet ATAT, de façon plus générale que le champ qu'on étudie? C'est qu'on est clairement avec l'IA dans un changement d'époque. Ce que nous dit le chercheur et entrepreneur Tariq Krim, je vous conseille ses écrits, c'est qu'on est aujourd'hui dans une tension, dans un choc thermique entre un monde déterministe, c'est-à-dire qu'il y a des conditions, des règles, qui est celui des logiciels tels qu'on les connaît. Si on prend par exemple Photoshop, il y a des personnes qui ont passé des heures et des années à écrire comment le logiciel fonctionne, sous quelles règles, etc. Et un monde non déterministe, l'IA et les espaces latents, qui du coup proposent des probabilités à partir de données existantes. C'est un peu peut-être compliqué à comprendre la différence entre les deux, mais elle est assez fondamentale. Et donc, on est dans ces 2 mondes en même temps, le monde déterministe et le monde non déterministe, avec évidemment un développement du 2e volet. Et donc, en tant que designer, on a affaire à des sortes de programmes numériques qu'on ne peut pas contrôler tout à fait. Celui des IA, on pouvait donner une question, mais la réponse, vous ne pouvez pas tout à fait contrôler ce qui vous arrive. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, elle renforce les normes sociales dominantes. Voilà. J'espère vous en avoir fait la démonstration dans le champ, on va dire, de la représentation des corps ou des sexualités. C'est valable également dans d'autres domaines, mais ce n'est pas une fatalité. On peut construire à partir de données personnelles ou d'autres types d'algorithmes des IA qui pourraient au contraire renforcer de la diversité. Je pense même que c'est une question, à vrai dire, assez urgente. Et 3e enseignement, là, ça concerne encore davantage les designers ou futurs designers que vous êtes.
il y a une urgence à travailler les interfaces de l'IA, à inventer des nouvelles interfaces qui, du coup, sortent de ces chatbots qui sont terriblement ennuyeux, parce que si ce modèle s'impose, à vrai dire, on pourra que travailler sur ce qu'il y a dedans. Même chose pour les médias sociaux, on prend Instagram et TikTok, c'est des dizaines, centaines de millions de personnes dans le monde qui ont affaire à la même interface. Ce qui est assez paradoxal pour des services qui promeuvent la diversité et la création. Je vous laisse sur cette réflexion en me réjouissant d'entendre vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, Anthony, merci beaucoup pour ce respect du timing, mais à la minute près, vraiment au top. On sent À la Suisse. l'exactitude suisse, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.